Voyage en récit, Julien Hervier. Geoffroy Scribe. Bien, monsieur Hervier, merci une fois de plus de nous recevoir dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère, même si nous sommes présentement donc chez vous à Paris. Et après les deux conversations dont vous nous avez gratifié à propos de l'œuvre d'Ernst Junger, eh bien aujourd'hui, c'est sur cet autre auteur que nous allons parler, puisque vous avez consacré une bonne partie finalement de vos travaux, de votre vie à cet auteur, qu'était Pierre Drieux-La Rochelle. Pierre Drieux-La Rochelle, dont finalement nous ne parlons peut-être pas si souvent que cela dans les médias. Et aujourd'hui encore, quand on cite Pierre Drieux-La Rochelle, ce nom à quelques personnes qui ont une petite passion, un petit intérêt pour la lecture, c'est vrai que le mot arrive tout de suite. C'est un auteur controversé parce que synonyme de collaboration encore. Alors j'aimerais justement dans cette émission y revenir. En quelques mots, Pierre Drieux-La Rochelle, né en 1893, est mort donc par suicide en 1945, donc à la fin de cette guerre, par peur. Et aujourd'hui, si nous en reparlons, c'est parce que vous avez publié très récemment L'Homme à cheval, un des romans donc, de Pierre Drieux-La Rochelle, publié donc chez Gallimard, et roman dans lequel il fait un petit peu l'étalage de ses désillusions. Et puis, un peu plus anciennement, vous avez quand même, il faut le citer, publié ce livre, Drieux-La Rochelle, Une histoire de désamour, qui est un essai qui est une sorte d'abécédaire sur la vie de Drieux-La Rochelle, qui donne vraiment un éclairage certain à ceux qui veulent s'y intéresser, de comprendre pourquoi le destin de cet homme, pourquoi ses choix, pourquoi ses désillusions. Alors les désillusions, revenons-y. Et je pense en premier lieu à l'amitié. Alors là, nous sommes dans le chapitre justement amitié de ce livre, Une histoire de désamour. Et vous le commencez par cette confidence d'Emmanuel Berle à Jean d'Ormesson en 1968. Berle disait « Je ne peux pas penser à lui, donc à Pierre Drieux-La Rochelle, comme je penserais à d'autres, parce que, au fond de mon cœur, je trouve qu'on n'est pas innocent de son suicide. Il nous a tous donné plus qu'on ne lui a donné. Il n'y a pas un ami de Drieux qui n'ait pas reçu de lui plus qu'il n'a donné. Et plus loin, vous dites, c'est ainsi qu'en 1943, il sauve de la déportation sa première femme, internée à Drancy avec ses deux jeunes enfants, en intervenant auprès des autorités allemandes. Comme son ami l'ambassadeur Abetz était absent, il a été contraint de solliciter l'appui de son adjoint qu'il déteste, qui ne répond à sa demande qu'à contre-cœur, mais s'exécute quand même. Après son suicide, c'est à nouveau son ami juif Emmanuel Berle qui éprouvera le plus de contrition de n'avoir pas réussi à le sauver. Citation. Son suicide restera pour moi un grand remords. Quand j'y réfléchis bien, je m'aperçois que Drieux a été beaucoup plus généreux avec les autres que les autres avec lui, et qu'au fond, nous n'avons rien fait pour le retenir. Il a sauvé Paulan des griffes de la Gestapo, et Paulan, lui, n'a pu l'empêcher de se suicider. Ni Malraux ni moi, ses anciens amis, ne nous sommes interposés entre lui et le déclenchement des poursuites qui déclenchèrent son suicide. » Alors, sur ces propos liés à l'amitié, chez cet homme qui était Pierre Drieux-La Rochelle, ma première question s'adresse à vous, monsieur Julien Hervier. Est-ce que vos travaux, quelque part, peut-être de façon inconsciente, s'adressent à cette amitié pour la restaurer ? Est-ce que c'est lui rendre hommage et lui rendre en partie un petit peu cette amitié à laquelle il n'a pas eu tellement réponse ? C'est une question difficile là, que vous posez là. Au fond, je ne me l'étais jamais formulée de cette façon-là. Est-ce que il y a une espèce de devoir d'amitié que je rendrais à Drieux, bien que ne l'ayant jamais connu, en consacrant toute une partie de mon travail d'universitaire à l'étude de son œuvre et à sa mise en valeur. Bon, je crois en tout cas que je fais ça effectivement sans vouloir du tout dissimuler quoi que ce soit des revers sombres de Drieux. Je fais ça dans la volonté de lui rendre hommage, dans la mesure où je pense que si on le connaît tel qu'il est, on ne peut qu'avoir de l'estime pour lui, y compris s'il faut tenir compte de ces points sombres que j'évoquais à l'instant. Maintenant, puisque vous posez la question de façon aussi personnelle, et que j'ai travaillé essentiellement, j'étais comparatiste, donc
dans ma spécialité universitaire, et j'ai travaillé beaucoup sur lui et sur Ernst Jünger, l'écrivain allemand. Ils se sont connus, d'ailleurs, ils se sont rencontrés brièvement, ils ont été opposés au même endroit sur le champ de bataille, mais d'ailleurs pas en même temps l'un devant l'autre, et donc ils avaient des points communs, mais ils se sont estimés quand ils se sont rencontrés pendant la période de la collaboration où Jünger était à Paris à l'état-major allemand. Mais je peux dire que je suis devenu un ami d'Ernst Jünger, ou plutôt Ernst Jünger très généreusement a accepté de me placer au nombre de ses amis, hein, comme un de ses plus fidèles traducteurs à la fin de sa vie et un des spécialistes, des rares spécialistes français de son œuvre, parce que des spécialistes en allemand, il y en a en pagaille. Mais donc j'ai pu devenir quelqu'un qui était l'ami et qui peut se dire honnêtement l'ami d'Ernst Jünger. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui serait passé si j'avais rencontré Drieux ? Et je me dis, excusez-moi, qu'il avait tellement un caractère de cochon, et il était tellement sévère avec tous ses amis, que je pense qu'il aurait eu du mal à franchir le barrage. Enfin, peut-être qu'il aurait eu des éléments de sympathie envers moi, très certainement même, mais d'abord, il aurait certainement regretté que je n'ai pas connu l'épreuve de la guerre, puisque moi j'ai eu la chance d'être légèrement décalé par rapport à la guerre d'Algérie. Donc j'ai fait mon service militaire quand elle était terminée. Et donc, si vous voulez, il y a cette façon de voir les gens aussi à travers l'épreuve de la guerre qui compte beaucoup et par laquelle je ne suis pas passé. Mais évidemment, il y a énormément de points d'entente sur lesquels la sympathie entre lui et moi aurait pu jouer. Alors parlons justement de L'homme à cheval. C'est un avant-propos. Dans sa simplicité faussement naïve de roman d'action, voire de roman d'aventure, L'homme à cheval est le plus classique et le plus éclatant des romans de Drieux. Le meilleur, si l'on en croit un nombre considérable de lecteurs et de critiques. Alors justement, pourquoi vous êtes-vous attaché à republier ce roman en particulier parmi tous les autres que Drieux a pu écrire de son vivant ? Alors, je pense qu'il y a au moins 3 raisons. Il y a le fait que c'est un très beau roman, extrêmement réussi, et qui peut être considéré justement comme une réussite classique de Drieux. Drieux a écrit un certain nombre d'ouvrages passionnants, mais un peu monstrueux, comme Gilles par exemple, qui est un roman témoignage sur l'entre-deux-guerres français et les fameuses élites politiques. On nous parle tellement des élites politiques actuellement. C'est vraiment un témoignage sur la décadence des élites politiques dans l'entre-deux-guerres, cette décadence qui va aboutir à l'écrabouillement de la France devant les armées hitlériennes. Hein. Ça n'est pas rien. Ceci dit, ce qui nous menace n'est peut-être pas tellement plus réjouissant. Mais donc, il y a le fait que c'est une œuvre magnifiquement menée, rapidement, dans cet esprit stendhalien que beaucoup d'amateurs de Drieux aiment retrouver chez lui, et que donc elle méritait tout à fait l'attention qu'on lui donne aujourd'hui. Alors la deuxième raison, elle est plus secondaire et anecdotique, c'est que quand on a repris en Pléiade les principaux romans de Drieux, il y avait des impératifs de taille, donc il a fallu sacrifier plusieurs romans de Drieux pour ne pas avoir un volume monstrueux de 1500 ou 3000 pages. Et L'homme à cheval, si je peux dire, est resté sur le carreau. Comme lorsque la première tentative de coup d'État de L'homme à cheval, de Raime, a failli tourner court. Donc, c'était une des grandes œuvres de Drieux sur lesquelles on n'avait pas braqué les projecteurs dans l'édition de la Pléiade. Et puis, alors, la dernière raison, qui est aussi peut-être aussi la plus importante, c'est que pour faire ce genre de publication, il est important d'apporter du nouveau. Oui. Et j'avais, par chance, dans la famille Drieux,
des archives qui m'a été ouverte avec une extraordinaire gentillesse par Brigitte Drieux-La Rochelle, la belle-sœur de Drieux, qui vit encore, très âgée, à 98 ans, et qui disposait dans ses archives de 2 parties inédites. Enfin, il y a 4 parties à l'Homme à cheval, et il y avait 2 versions entamées par Drieux dont il n'a pas été satisfait. Alors, au lieu d'essayer de les améliorer, il a dû se dire qu'il était vraiment parti dans une mauvaise direction et il a préféré, pour ces 2 parties sur les 4, recommencer à zéro. Alors, elles sont plus courtes que les parties définitivement publiées, mais disons qu'il y a une 60aine de pages totalement inédites dans cette édition de l'Homme à cheval. Alors, ces 2 parties, plus un petit projet de scénario pour un film, parce qu'évidemment c'est une œuvre d'action, c'est l'histoire d'un dictateur qui fait un coup d'État dans une république, enfin c'est supposé être en Colombie, mais en Bolivie, pardon, en Bolivie, mais c'est une Bolivie imaginaire. Drieux insiste bien là-dessus. Il est allé passer de longs mois en Argentine et il était remonté dans le nord de l'Argentine, presque jusqu'aux frontières de la Bolivie, mais il n'est pas allé en Bolivie. Donc c'est un pays imaginaire que cette Bolivie de l'Homme à cheval. Et c'est donc un thème d'action extrêmement pittoresque. Il y avait la possibilité de faire des chevauchées, des batailles, des cavalcades. En plus, c'est un roman d'amour avec 2 personnages féminins majeurs. Le personnage d'une grande danseuse issue des milieux populaires, à moitié indienne, et d'une femme de l'aristocratie locale. Donc il y a tous les agréments pour faire un beau roman d'aventure et d'amour. Donc il y avait là matière à faire un film très pittoresque, et il y avait tellement matière à faire un film qu'il a bien failli y en avoir un. Il y a eu un projet, Louis Malle, qui avait fait une admirable adaptation cinématographique, enfin d'ailleurs quand je dis adaptation, c'est un chef-d'œuvre en soi, hein, à partir du Feu follet, a pensé aussi faire une adaptation de l'Homme à cheval. Et parmi les acteurs qui auraient aimé jouer le rôle, il y avait quelqu'un qui vient de redonner encore une grande interview dans Paris Match, que j'ai essayé de contacter, mais je ne sais pas, ma lettre a dû se perdre. Je l'ai envoyée d'ailleurs, non pas à son domicile que je ne connaissais pas, mais à sa société en Suisse. Il y avait Alain Delon, qui aurait voulu incarner le personnage de Reimer, qui est évidemment un très beau rôle. Donc, vous voyez, cet Homme à cheval, là, se risque sur les tables des libraires maintenant avec quelques atouts nouveaux qui permettent de rediriger l'attention vers lui. Des ajouts, donc, qui permettent aussi de comprendre un petit peu le cheminement de Drieux en train d'écrire ce livre, qui permettent même, j'ai trouvé, à les lire, quelques passages de chapitres qui ont été définitivement écrits. On se dit, ah tiens, il manquait peut-être un élément à ce moment-là et je l'ai enfin. Ou alors voilà ce qui a pu se passer entre les 2 chapitres. Alors ces chapitres supplémentaires me poussent à cette question. En quoi cette réédition nous permet aujourd'hui en 2021 de mieux comprendre les choix de cet auteur, parce qu'il écrit donc ce livre, L'Homme à cheval, en 1943, et voilà, on ne peut pas passer sous silence les choix qu'a fait Drieux dans les années 30 et puis 40. En quoi ce livre, qui exprime aussi une désillusion peut-être politique, nous permet de mieux le comprendre aujourd'hui, puisque je n'ai pas envie de m'arrêter à cette image qu'ont beaucoup Drieux, controversé, collaborationniste, et puis on s'arrête là. J'aimerais bien comprendre le pourquoi. J'imagine que derrière, il y avait cette idée, il croyait, je crois, à une Europe forte. Il avait connu le monde américain en servant auprès des Américains pendant la Première Guerre mondiale, je crois qu'en tant qu'interprète. Oui. Et il s'exprime clairement, je crois, une lettre peut-être à Vittoria Ocampo, sur le fait qu'on ne peut pas suivre cette pensée-là qui
qui est en arrière, très différente de la nôtre. Et de l'autre côté, il avait peur du communisme. Et entre les deux, il fallait bien choisir. D'ailleurs, Jean d'Ormesson le dira plus tard, il s'exprimait ainsi, il disait, mais aujourd'hui on me dit, mais vous n'aviez qu'à pas choisir. Mais il disait, mais à l'époque, vous deviez choisir. Il y avait deux clans, il fallait choisir. Alors est-ce que Pierre Drieux-La Rochelle ne s'est-il pas retrouvé dans cette position de devoir choisir, croyant à une Europe forte, guidée par la France, mai juin 40 arrivant avec la déroute, la France ne pouvant plus assumer ce rôle-là, l'Allemagne paraissant toute puissante, était-il illogique finalement de penser à cette Europe forte guidée par l'Allemagne ? Alors, ce qui est clair, c'est que Drieux a été un très grand patriote français. En employant les termes d'aujourd'hui, on dirait qu'il était souverainiste. Mais il était patriote avec une conscience profonde des handicaps de la France, de son pays, dans la compétition contemporaine qui se fait entre grands empires. Exactement comme on voit maintenant, simplement aux États-Unis et à la Russie qui, elle, pour toutes sortes de raisons, est passée un peu au second plan. La concurrence se fait entre les États-Unis et la Chine. Et donc, Drieux, un des premiers essais politiques importants de Drieux, c'est Mesures de la France, qui est simplement une interrogation toute bête et aussi matérielle que possible sur la dépopulation française et l'absence de poids démographique de la France dans la grande compétition mondiale qui commence à son époque. Drieux est très conscient du fait que, à l'époque des guerres de l'Empire et de la Révolution et de l'Empire, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Donc elle pouvait éventuellement tenir tête à plusieurs peuples coalisés. Maintenant, alors rien qu'en face de l'Allemagne, c'est déjà un petit pays en état d'infériorité numérique. Et alors bien sûr, par rapport à la Russie de son époque et aux États-Unis, c'est un pays qui ne fait plus le poids. D'où la nécessité d'entrer dans une alliance européenne qu'il fait, cette nécessité à laquelle il cède déjà un peu à contre-cœur. Enfin, il a écrit un essai qui s'appelle « L'Europe contre les patries ». Donc, en principe, lui, il serait plutôt donc souverainiste pour les patries, mais si on veut que les patries survivent, il faut accepter de les reprendre au niveau de l'Europe. Donc, il a cru pendant longtemps que cette Europe pouvait se faire au fond sous l'égide de la Société des Nations qui était dominée par les alliés américains, anglais, français. Et quand il a vu l'impuissance de la Société des Nations, l'impuissance des démocraties européennes à constituer cette Europe forte, il s'est mis à envisager des solutions fascistes. Alors là, il a eu une admiration pour Mussolini, dont il a eu l'impression qu'il dynamisait les forces italiennes. Il a des grands débats, vous parliez d'Ocampo avec Victoria, qui lui dit « Mais comment, mon pauvre Pierre, tu pouvais pas, mon pauvre Pierrot, tu pouvais quand même pas te laisser prendre à ces plaisanteries d'histrion et à cette espèce de grandeur en carton-pâte de l'Empire romain revu par Mussolini. » Mais en tout cas, il avait été convaincu de l'impuissance des démocraties européennes devant l'Allemagne. Et effectivement, si elles étaient restées seules, en 1940, au moment de l'écroulement de l'armée française, les Allemands sont alliés avec les Russes, avec Staline, l'Amérique ne bouge pas, et l'Angleterre a la chance d'être dans son île, mais elle n'a pas d'armée, ou presque pas. Donc le constat était que les démocraties ne pouvaient pas triompher d'Hitler. Donc, ne pouvant pas triompher, Drieux s'est dit que la seule solution, c'était d'obtenir d'Hitler les moins mauvaises conditions possibles. Et Drieux était très conscient du fait que Hitler avait, par exemple, commencé à massacrer les élites intellectuelles et militaires polonaises. Enfin, élite militaire, nous ne sommes pas encore à Katyn, où on a vu que ce n'était pas les Allemands qui avaient fait un massacre d'officiers polonais à Katyn, mais bien les Russes. Donc, un grand pays sans arrière-pensée morale
qui veut se débarrasser d'un de ses adversaires commence par supprimer ses élites. Là, on est dans du pur Machiavel. Hein, voilà. Donc, Drieux s'attendait à ça un peu de la part d'Hitler. Son ami, alors il avait rencontré dans les mouvements de jeunesse l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, l'ambassadeur hitlérien, Otto Abetz, donc qui était devenu une espèce d'ami. Il parle de cette espèce d'amitié qu'il avait avec Abetz. Et Abetz lui laisse entrevoir la possibilité au moins de maintenir la vie littéraire française en faisant reparaître la NRF. Tout en le mettant en garde. Abetz lui a dit, écoutez, méfiez-vous parce que si vous collaborez politiquement, les conditions hitlériennes sont très dures et je ne vous conseille pas de vous compromettre. Donc, il est entré par le biais de la défense de la littérature française et de la survie de la NRF dans cette collaboration, mais sans aucune sympathie personnelle pour les Allemands. Ses affinités intellectuelles personnelles sont anglo-saxonnes. Il a une énorme admiration pour la civilisation anglaise. Il a gardé une idée d'Oxford et de Cambridge comme des lieux d'excellence éblouissants. Il a une admiration pour la vitalité de la société américaine. D'ailleurs, une de ses plus grandes passions féminines, probablement la plus grande, a été pour une américaine, celle qui apparaît dans Gilles sous le nom de Dora. Donc, en fait, toutes les affinités intellectuelles, sentimentales, affectives de Drieux vont vers les anglo-saxons et pas du tout vers les Allemands, dont il dit d'ailleurs qu'ils ne parlent pas leur langue. Enfin, on verra, puisque il y aura en octobre la publication de ses carnets intimes. On voit qu'il a fait un petit peu d'allemand, mais enfin, très très peu. Et donc, il dit, je ne connais ni leur langue ni leur culture. En plus, une des voies d'accès à la culture allemande pour beaucoup d'intellectuels français, c'est la musique. Et Drieux ne s'intéressait pas du tout à la musique. Enfin, ça, c'est quelqu'un qui avait un sens de la peinture et des beaux-arts extrêmement aiguisé, mais il avait une tache aveugle. C'était, dans sa culture, c'était la dimension musicale. Il a, oui, la passion pour la peinture, dans laquelle qu'on peut vraiment voir à travers son dernier roman inachevé, Oui. sur les mémoires de Dirk Raspe. C'est ça, oui, qui est une fausse biographie de Van Gogh. Oui. C'est d'ailleurs un genre qui est devenu très à la mode, de réécrire en y ajoutant des éléments romanesques la vie des grands artistes. Drieux fait ça très très bien dans la mesure où il ne se met pas à inventer une vie de Van Gogh ou Van Gogh, je ne sais pas, peut imaginer n'importe quoi, qui soit aimé des femmes ou qui deviennent riches et célèbres, puisqu'on en est des fois là, hein, enfin, comme quand les gens font du roman en imaginant qu'un attentat a réussi à Hitler. Donc là, il n'invente pas une autre vie à Van Gogh, il se sert de la vie de Van Gogh pour dire des choses très intimes, très personnelles sur son rapport propre à la vocation artistique, aux femmes, à la dimension, à la fin du XIXe siècle, épouvantable de la vie des ouvriers, des mineurs plus précisément, hein, puisqu'il y a toute une partie qui correspond à l'apostolat de Van Gogh dans des régions minières. Donc il profite de la vie de Van Gogh pour exploiter une de ses inspirations les plus profondes. Alors revenons à L'Homme à cheval. Récemment, je lisais ce tout petit livre, Espérer pour la France, propos recueillis par Marc Leroy, qui a pu rencontrer M. Hubert Germain, qui cet été a 101 ans, qui est le dernier compagnon de la Libération encore vivant. Et il écrit à la fin, donc il est dans le chapitre de sa retraite, allant de 1982 à 2016. À cette époque, la chose politique commençait à me quitter. Je vivais également, à titre personnel, une époque difficile. Toutefois, j'ai le vif sentiment aujourd'hui que nous nous dirigeons vers un nouveau malheur sur le plan intérieur. Je retrouve exactement l'esprit qui dominait chez les Français avant la guerre de 1939. J'ai connu les événements de 1934 et l'émeute sur la place de la Concorde avec la garde républicaine à cheval taillant au sabre dans la foule. C'était une période compliquée avec d'un côté une montée du fascisme et de l'autre les communistes se demandant comment ils pourraient occuper la place.
Je constate hélas que les Français n'ont pas changé depuis cette époque. Et il y aura demain les mêmes gens courageux et les mêmes lâches, les indifférents et ceux qui profiteront de la situation pour faire des affaires. Bien sûr, cela ne se fera pas dans les mêmes conditions. L'Allemagne n'est pas celle d'autrefois et notre monde a changé. Si les États-Unis dominent toujours pour le moment et font en sorte de rester les premiers, nous voyons le retour de la Russie, suivi par celui de la Chine, le réveil de l'Inde et dans son sillage l'Afrique du Sud. Mais où est l'Europe aujourd'hui? L'Afrique, quant à elle, reste une grande inconnue. Nous avons fait une erreur monumentale en faisant assassiner Kadhafi, déstabilisant ainsi la région. Pourtant, au lendemain de la guerre, De Gaulle avait pris conscience de ne pas refaire les erreurs du passé. Quel symbole incroyable et inoubliable en 1958 que la venue d'Adenauer à Colombey les deux églises. Alors quand je lis ces propos aujourd'hui en 2021 publiés par M. Hubert Germain, je repense à notre Drieux, je dis, dans cette époque, peut-être a-t-il vu justement ces divisions des Français, lui-même a dû choisir son camp, et aujourd'hui, vous, en republiant ce livre, L'homme à cheval de Drieux, qu'espérez-vous? C'est-à-dire, quelle est votre espérance auprès des lecteurs qui vont s'y attarder, s'y attacher, peut-être le lire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils y trouvent? Est-ce que vous aimeriez qu'ils se posent certaines questions par rapport à notre pays aujourd'hui? Alors évidemment, je le souhaite, hein. Et je le souhaite dans une perspective apaisée, parce que le roman de Drieux est d'une certaine façon un roman serein, bien que ce soit le roman d'un échec et d'un double échec, hein, parce que le dictateur bolivien de L'homme à cheval voulait faire au fond ce qu'aurait voulu voir se faire Drieux, En Europe, à savoir l'unité d'un continent et la pratique d'une politique véritablement sociale. Or, il échoue militairement. Alors ça n'est pas traité dans le roman, c'est marginal. C'est un passage sur lequel le romancier passe très vite, hein, en quelques pages. Les campagnes qu'il est obligé de mener contre le Pérou et le Chili pour essayer de faire une unité qui représenterait l'ancienne Amérique de Bolivar, dont la révolté contre la colonisation. Enfin, Bolivar qui a donné son nom d'ailleurs à la Bolivie, hein. Donc, il y a cet espoir géopolitique de reconstitution d'un empire inca en Amérique du Sud. Et puis, il y a la dimension socialiste. Et très rapidement, d'ailleurs, une des choses, quand on lit son journal, une des choses que Drieux reproche à Hitler, dont le parti était national-socialiste, c'est d'avoir laissé totalement tomber l'aspect socialiste. D'ailleurs, vous savez que la nuit des longs couteaux, ça a été l'élimination de Röhm et de l'aile la plus à gauche du parti nazi. Donc, en fait, lorsqu'il tire le bilan de L'homme à cheval, c'est le bilan négatif de tous ses espoirs politiques. Une Europe forte et une politique socialiste. Mais je dis, je crois, dans mon avant-propos, qu'il y a des moments où il était en plein désespoir dans son journal, et là, il est d'une certaine façon au-delà du désespoir. Il a finalement accepté l'échec et accepté la défaite, mais il essaye, son personnage essaye de trouver une dimension sacrée et religieuse qui lui permette de couronner sa carrière en s'enfonçant dans des forêts sauvages comme une espèce d'ermite qui sera voué à la mort. Mais évidemment, même s'il y a la beauté du geste, j'espère qu'on peut puiser une leçon d'énergie dans L'homme à cheval et reprendre quand même l'idéal qui était celui de Drieux, celui de la constitution d'une Europe forte, et qu'évidemment il faudrait reprendre sur de toute autre base que celles qui sont actuellement, dont on voit qu'elles apparaissent comme peut-être les bases à l'origine de la création de l'Europe auraient pu en faire une Europe forte, mais quand on voit l'absence de politique économique entre les géants américains et chinois de l'Europe actuelle, ou la façon dont les autorités de Bruxelles se laissent encore récemment, par exemple, humilier par Erdogan, on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour retrouver l'idée d'une Europe dans laquelle on pourrait croire. Dernière question, si j'ai le temps de la passer. Qu'aurait-il pu penser
de la paix de Junger, s'il avait pu la lire, sur cette idée de l'Europe, justement? Alors, sur cette idée de l'Europe, je pense qu'il aurait été tout à fait affectivement capable de partager la vision de Junger, mais qu'il aurait considéré que Junger était au fond un incurable optimiste et que les choses n'allaient pas se passer comme ça. Oui. Et d'ailleurs, un des regrets que j'ai eus en lisant son journal, c'est qu'il cherchait terriblement un homme providentiel à suivre. Et il n'a pas jugé de toutes les potentialités qu'avait le général de Gaulle. Il n'a pas cru que le général de Gaulle, dans l'état de faiblesse de la France, pourrait obtenir autant de choses qu'il en a obtenues. Par exemple, il n'aurait certainement pas imaginé que le général de Gaulle aurait pu faire apparaître la France comme l'un des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, avec une occupation de l'Allemagne partagée avec les Anglais, les Américains et les Russes, et un siège à l'ONU avec le droit de veto. Et imaginez aussi, alors on ne parlait pas encore de la bombe atomique, que le général de Gaulle pourrait doter la France de l'arme atomique, qui en fait encore un interlocuteur important dans le cadre de géopolitique actuel. Et de la même manière, il lui aurait peut-être été difficile d'imaginer son ami Malraux aux côtés du général de Gaulle, dans le rôle qu'a pu tenir Malraux ensuite. Alors là, je pense qu'il avait beaucoup d'admiration pour Malraux. Il avait trouvé que Malraux s'endormait un peu pendant la guerre. Vous savez, c'est la fameuse période où Malraux demandait si les résistants avaient des armes et des appuis, mais qu'il aurait été déconcerté, mais admiratif devant la carrière de Malraux auprès de De Gaulle. Ceci dit, ça a pris du temps, puisque De Gaulle a commencé par être remercié par les hommes politiques français et qui n'est revenu au premier plan que grâce aux bourbiers inextricables dans lesquels ces mêmes hommes politiques s'étaient mis avec la guerre d'Algérie. Mais peut-on penser que cette désillusion, cette désespérance finalement de Doriol-La Rochelle, peut-on penser qu'elle trouve sa source dans ce qu'il avait été amené à voir en Allemagne dans les années 30, ces grandes fêtes nazies dont il parle, qui l'ont parfois subjugué, trouvant cela à la fois dangereux et très beau, auquel il succombe quelque part, et à la même époque, et peut-être aux mêmes occasions, un Raymond Aron, lui, n'y succombera pas. Justement, le fait d'avoir vu cela, et d'avoir vu ensuite, quelques années après, cette tombée en enfer, est-ce que ça n'a pas été un élément pour lui disant on ne pourra jamais se le relever de ça, de cette hécatombe Raymond Aron, n'ayant jamais cru, a toujours tenu, je dirais, le bon côté, en disant ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais, malgré la beauté que j'ai pu, malgré le côté grandiloquent de cette affaire. Et vous voyez, ils ont deux points de vue tout à fait différents pour avoir vu les mêmes choses. Vous voulez dire l'émotion esthétique Oui. que ressent Drieux devant les grands congrès de Nuremberg. Oui, alors là, il y a un côté, on ne va pas dire enfantin, de Drieux. Je parlais déjà de la façon dont il se laissait impressionner par Mussolini. Effectivement, les grandes mises en scène politiques l'ont toujours beaucoup impressionné. Peut-être est-ce que ça fait partie d'une espèce de vision romantique que, même ne connaissant pas très bien l'Allemagne, les Français se font facilement d'elle. Et alors là, évidemment, Aron avait une connaissance beaucoup plus précise, matérielle et approfondie de l'Allemagne, justement. Et la connaissant beaucoup mieux, il ne risquait pas de sombrer dans ces illusions néo-romantiques. Hein. Eh bien, je vous remercie. C'est sur ces mots que nous terminerons cette invitation peut-être à lire ce livre pour mieux apprendre et mieux connaître cet auteur et peut-être nous éclairer nous-mêmes dans notre voie actuelle. Merci Julien Hervier. Je vous en prie.